Et salut à tous et salut à toutes, c'est Yoni, mais je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle émission. Ça fait un petit moment qu'on n'avait pas parlé basket tous ensemble. On est de retour pour parler NBA dans Time Out, l'émission 100% basket, 100% NBA. Je suis avec mes deux chroniqueurs du soir, les très talentueux, disons-le comme ça, on va pas se mentir. Je vous sauce un peu aujourd'hui, mais ça me fait plaisir de vous avoir, Lucas Courtin et Théo Akar. Messieurs, comment ça va? Théo, toi, comment tu vas? Bah écoute, ça va, ça va. Malgré l'absence de Joël, on s'y fait tout doucement en tant que supporter des Sixers, mais ça va parce qu'on continue à gagner, donc ça fait plaisir. Ouais, justement, on en parlera un petit peu de ces Sixers et de Joel Embiid aussi dans l'émission. Toi, Lucas, comment tu vas? Écoute, ça va très bien. Moi, j'ai pas grand-chose à dire, hein. Les Spurs, ils fonctionnent toujours bien. Donc, on est toujours dans le lot, là, vers le haut du tableau. Donc, c'est bien. Tant que ça T'es comme, continue, on est heureux. t'es comme Pop, t'es tranquille, t'es serein pour Ouais, pour l'instant. l'instant, Tout va bien. c'est pas mal du tout. Bon, tant mieux. Pour cette émission, on va parler de beaucoup de choses. On va surtout parler de la course, enfin les courses en tout cas, au trophée individuel. Il y a pas mal de choses, ça a pas mal bougé. Ça va pas mal bouger encore d'ici la fin de saison avec tout ce qu'on a vu depuis le début. Les cartes ont été redistribuées avec les blessures et puis surtout les grosses perfs de ce milieu de saison là après le All-Star Break aussi. On va discuter de tout ça trophée par trophée. Voilà pour le programme un petit peu de ce soir. Il y a pas mal de choses à dire. On va revenir là-dessus, bien évidemment. Avant de lancer l'émission, je vous rappelle quand même que vous pouvez nous retrouver sur tous les réseaux sociaux, bien évidemment, sur Twitter, timeout-8 on air, sur Facebook, sur Insta aussi, et sur YouTube. Voilà, si vous voulez voir voilà, toutes nos petites têtes aussi. Le joli maillot de Lucas qui s'est équipé pour l'occasion. Et jamais, si vous voulez voir les visuels aussi, ça aide pas mal pour ceux qui nous écoutent en podcast. Voilà pour le tour du programme de ce soir. Messieurs, ne perdons pas plus de temps. Beaucoup de choses à se dire encore une fois. On est parti pour le temps mort le plus long de l'NBA. C'est parti pour une heure de time-out. Et on débute cette émission, messieurs. Vous avez l'habitude maintenant avec des petites news. On fait un petit récap de l'actualité, de ce qui s'est passé récemment dans la NBA avant le gros débat tout à l'heure. Je voulais revenir, messieurs, avec vous sur la news qui est arrivée il y a 2 jours là maintenant. Chris Paul qui a dépassé les 1000 passes en carrière. Ça y est, c'est officiel. 35 ans pour le meneur des Suns qui a du coup dépassé les 1000 assists en carrière. Il rejoint du coup John Stockton, Jason Kidd, Steve Nash, Mark Jackson et Magic Johnson. La liste est plutôt pas mal. On en avait un peu parlé une fois dans un jeu. Euh, Qu'est-ce que ça vous évoque? Qu'est-ce que ça vous fait penser? Est-ce que vous êtes content pour lui? Enfin voilà, parlons un petit peu de notre cher Chris Paul, notre cher CP3. Théo, 1000 passes en carrière, on est plutôt pas mal. Ouais, ouais, on est pas mal, on est pas mal. Après, Chris Paul, on sait que c'est un domaine dans lequel il a toujours excellé depuis qu'il est arrivé en NBA. Et c'est juste logique de le voir arriver dans cette caste avec de très beaux noms, comme tu viens de le rappeler. Donc, que des grands passeurs autour de lui, et Chris Paul en fait partie. C'est un grand passeur. C'est l'un des plus grands passeurs de l'histoire de la NBA, qu'on le veuille ou non, qu'on l'aime ou pas. Donc, c'est normal. Lucas, on est dans le. Je pense qu'il y a plein de styles de meneurs différents. Chris Paul est un meneur, on aime beaucoup parler de meneur gestionnaire, meneur passeur. C'est ce qui se fait de mieux actuellement en NBA en termes de meneur passeur avec justement cette vision de jeu, etc. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Ouais, bien sûr. Déjà, ça fait plaisir parce que c'est un joueur qui le mérite. Ses 1000 passes, ça vient récompenser évidemment cette carrière de joueur qui fait briller les autres beaucoup par sa vision de jeu. C'est un mec voilà, qu'on l'aime ou qu'on n'aime pas. Il a cette vision, il a ce QI basketball qui permet de faire briller tous les joueurs autour de lui. Donc, ouais, 1000 passes, ça commence à faire beaucoup quand même. Ça fait une belle stat, quoi. Il a marqué dans le CV en tout cas, Voilà. même pour la fin de sa carrière. Justement, en fait, Yonim, je vais être obligé de te corriger un peu. C'est pas 1000 passes en carrière. Il a passé les 10 000 passes en carrière. J'ai 10 000. Ah oui, 10 000, Ah, putain. je me disais. Oui, c'est vrai que 1000, c'est pas beaucoup. Ouais. Il Oui, a 10 effectivement, 10 004 000, 10 passes en 000. carrière. 10 000, bien évidemment, Ouais. 10 000. C'est sûr on est sur pas beaucoup. Non, enfin, oui, effectivement, 10 000 passes. Et cette année, cette saison, justement, il va pouvoir, peut-être, s'il continue sur ce rythme-là, là, on l'a dit, il a encore 6 personnes, enfin, 6 joueurs devant lui. Il peut justement rattraper ce beau monde et passer troisième meilleur meneur passeur
meilleur passeur en tout cas de l'histoire de la NBA. Effectivement, tu fais bien de me... Je sais pas pourquoi j'étais parti sur 1000. Moi, c'est les zéros, les chiffres, tout ça. Non, mais tu fais bien. Effectivement, donc voilà, 10 000 passes pour Chris Paul en carrière. La deuxième news, pardon, on va parler de chiffres aussi. Je vais essayer de ne pas me tromper cette fois-ci dans les news. Théo, c'est un mec que tu connais bien, puisque c'est ton GM qui fait une petite déclat cette semaine. Je voulais revenir avec vous là-dessus. Daryl Morey, le GM des Sixers, qui râlait un petit peu, en tout cas qui évoquait l'idée d'éloigner la ligne à 3 points dans les corners notamment, ou si c'était pas possible, de faire en sorte que ça rapporte peut-être moins de points. Enfin, il évoquait l'idée que, en gros, dans les corners, effectivement, on était à 6,70 mètres du panier. C'est plus près que la ligne des 3 points ailleurs sur le terrain qui est à 7,25. Euh, Qu'est-ce que ça vous évoque pareil chez vous? Est-ce que c'est une idée un peu farfelue? Est-ce que vous vous en foutez globalement? Le fait que la ligne de 3 points dans les corners soit plus près, c'est aussi ce qui fait la NBA. Est-ce que ça vous choque, vous, qu'on en soit arrivé là et que Daryl Morey ait ses déclats? Théo, pour commencer, peut-être, tu le connais bien, Daryl Morey. Ouais, bah après, quand on a vu le travail qu'il a fait à Houston, c'est pas très très étonnant de le voir parler de la ligne à 3 points. C'est quelque chose qu'il connaît bien. C'est un peu la base de ses constructions d'effectifs. Il lui faut des shooters. Il aime avoir des shooters. Il l'a prouvé encore avec les mouvements qu'il a fait cet été aux Sixers. Maintenant, moi, j'ai juste une question technique, hein. Mais si on élargit la ligne à 3 points dans les corners, on va forcément élargir le terrain. Parce qu'ils ont déjà pas beaucoup d'espace, les joueurs, hein. Demandez à PJ Tucker, je suis sûr que son postérieur dépasse déjà de la ligne de touche. Donc, ça va être très, très compliqué en termes de. Va falloir élargir le terrain et au final, on se retrouvera exactement avec le même problème. Donc, c'est une fausse bonne idée. De toute façon, ça va dans l'évolution de la ligue, on en entend parler. La fameuse ligne à 4 points qui est censée voir le jour un jour ou l'autre, on n'arrête pas de nous en parler. Ça va à peu près dans ce sens-là. Les joueurs sont devenus des tellement bons shooters et la NBA moderne a tellement érigé le 3 points comme une arme indispensable C'est ça. Là, que ça va avec l'évolution de la NBA finalement. cette saison, les Clippers ça tourne à 50% dans les corners. C'est plutôt un joli pourcentage pour les Sixers, pour les Clippers, pardon. Lucas, fausse bonne idée, toi aussi, cette ligne. Bon, Ouais, il faut débat un petit peu. ouais, faux débat. Moi, je pense que c'est pas une idée brillante. C'est pas si facile que ça de tirer dans les coins, même s'il il y a des maîtres en la matière qui le font très bien, mais je vois pas trop l'intérêt. Enfin, voilà. Je vois pas le délire de mettre moins de points ou de la repousser. Mais non, je pense que c'est une faute bonne idée. Enfin, il n'y a aucun intérêt de faire ça, quoi. Je vois pas ce que ça changerait. Ouais, vous savez, Je moi, les suis fausses pas bonnes idées, convaincu. j'aime bien en discuter avec vous des fausses bonnes idées, des vrais faux débats. C'est toujours les trucs qui sont, bon, qui font vivre la ligue aussi et qui font parler un petit peu les journalistes. Et, voilà, en tout cas, Daryl Morey qui avait ces déclats-là pour cette semaine, que vous soyez un petit peu au courant de tout ça. Avant de passer, messieurs, au gros débat et avec un X, le gros débat de cette semaine, on va parler bien évidemment des joueurs de la semaine. Vous en avez l'habitude aussi. On a sélectionné un joueur à l'Est et un joueur à l'Ouest. Enfin, on a essayé en tout cas. Tout de suite dans la partie joueurs de la semaine. Et pour les joueurs de la semaine, on va commencer avec toi, Théo, puisque bon, ça a été un peu plus simple qu'à l'Ouest. À l'Est, cette fois-ci, toi, tu as regardé, tu as choisi un joueur que tu connais bien, encore une fois, mais qui le mérite. Attention, pas de favoritisme quand même. De qui tu vas nous parler, mon cher Théo? Je parlais de monsieur Tobias Harris, le poste 3-4, le forward des Sixers, que oui, effectivement, je connais bien et qui fait une saison exceptionnelle. Je pense qu'on faut revenir déjà sur la saison complète avant de passer sur cette semaine. Mais il fait une saison où moi je considère que c'est le vrai lieutenant, le premier lieutenant de Joel Embiid, même si tout le monde considère Ben Simmons comme le deuxième All-Star de cette équipe. Je suis pas si sûr que ce soit aussi clair sur le terrain. Tant Tobias est à un niveau très très bon depuis le début de la saison. Et là, bah, cette semaine, Joel était absent. Et il est encore absent d'ailleurs pour les semaines qui arrivent. Au moins la semaine qui arrive. Et Tobias a dit: T'inquiète pas, Ben Simmons, je vais m'occuper de tout.
C'est moi qui vais marquer des points, c'est moi qui vais prendre des rebonds. C'est vrai. Il vais même commencer à faire des passes. Et, je regardais là, bon, c'est contre les Kings, donc c'est à relativiser. Mais il fait quand même un match, notamment à 29 points, 11 rebonds et 8 passes. Donc il n'est pas très loin du triple-double. C'est pas forcément dans les standards de Tobias Harris de faire des triples-doubles. Voilà, sur la semaine en tout, j'ai noté ses stats. Il a à peu près 25 points, 7 rebonds, presque 5 passes. Les Sixers ont perdu une fois à Milwaukee de 4 points dans un très beau match très serré. Ils ont battu 2 fois New York, une équipe vraiment compliquée à battre cette saison. Et les Kings, bon bah voilà, ils ont battu les Kings comme la plupart de la ligue. Mais voilà, c'est une belle semaine pour Tobias Harris, c'est une belle semaine pour les Sixers qui ont réussi à se débrouiller sans Joel Embiid, alors que c'était pas aussi clair en début de saison. Quand il a loupé 2-3 matchs, c'était tout de suite 2-3 défaites pour les Sixers. Là, au moins, c'est clair, net. Tobias a pris un step up. Il le fallait un peu pour les Sixers, pour vivre sans Embiid, et il l'a très bien fait. Et tu fais bien de le dire, effectivement, Tobias Harris qui régale un petit peu, et tant mieux pour lui, il le mérite. On en a pas mal parlé aussi avant ça sur la course au All-Star, etc. Et effectivement, Tobias a un vrai rôle du côté des Sixers et ça fait plaisir. Joueur à l'Est, à l'Ouest, ça a été un peu plus compliqué de choisir. On a regardé, il n'y a pas eu de grosses perfs non plus, il n'y a pas eu d'équipe très ultra dominante. On l'a vu, les Suns, pardon, un petit peu de difficulté. Le Jazz qui est moins flamboyant qu'en début de saison, qui marque un peu le pas aussi contre certaines équipes cette semaine. Un peu plus difficile. Alors, ceux qu'on peut mentionner, on peut parler de Nikola Jokic, par exemple, comme d'habitude, qui termine la semaine avec 3 victoires et une défaite. Voilà, qui termine avec 27 points de moyenne, 12 rebonds et 8 assists. Voilà pour Jokic. Peut-être Chris Paul aussi qui termine la semaine avec, on est sur Paris, 3 victoires et une défaite contre Minnesota. C'est pas ouf, mais voilà, c'est 17 points de moyenne, une jolie semaine aussi pour lui, 8,5 assists et 5,3 rebonds, 2,8 steals. Et peut-être aussi, voilà, on peut mentionner aussi Rudy Gobert qui, bon, avec le Jazz a été bon, comme on l'a dit, un peu moins flamboyant, mais en tout cas toujours aussi efficace, notre Rudy national. 14 points pour lui, toujours ses standards au rebond, 14 rebonds. Voilà pour Rudy Gobert. Peut-être Jokic en joueur de la semaine, comme d'habitude. Je pense qu'il l'aura, vu la semaine assez, assez compliquée à l'Ouest. On verra ça. De toute façon, les NBA, comme d'habitude, décernent ces trophées le mardi, non, le lundi soir, pardon. Donc, on aura ça tout à l'heure, nous, et vous, quand vous réécouterez l'émission le mardi. Voilà, on verra si on avait les pronostics justes. Messieurs, ne perdons pas plus de temps, j'ai envie de vous dire. Allons directement dans ce qui nous intéresse dans l'émission de ce soir, ce qui vous intéresse tous. Bien évidemment, les débats de ce soir sur les courses au trophée. Pas mal de choses à dire, bien évidemment. Je vous vois vous affûter, vous préparer. On va faire un petit récap de tout ça dans la partie débat de la semaine. Come on, what? Who has the best handles in the league? Dumb question. Et dans la partie débat, je vous l'ai dit, on va parler des trophées. Je sors mes petites fiches. On va commencer. D'habitude, j'aime bien terminer par celui que tout le monde attend, mais cette fois-ci, j'ai pas envie de faire durer le suspense. On va directement aller dans celui qui nous intéresse le plus, qui est aussi le plus disputé cette saison. C'est vraiment très difficile de décerner un trophée de MVP. Voilà, disons-le, messieurs. Les adversaires, les concurrents sont. L'adversité est féroce cette année pour le trophée de MVP. Je vais vous poser la question, on va discuter un petit peu de tout ça. Je vais quand même vous poser la question tour à tour. Pour vous, qui est le MVP cette saison de la saison? Voilà. On va en parler. Vous me donnez un nom. Lucas, Théo, on va discuter des autres prétendants. Mais là, pour l'instant, si vous me devez me donner un nom, pardon. Lucas, tiens, pour commencer, toi, si tu devais là décerner un trophée de MVP, à qui? Mettons que tu es, voilà, le commissionnaire, Lucas Courtin, commissionnaire de la NBA. Tu es sur le podium. Et là, tu demandes à quelqu'un de venir te rejoindre. Qui appelles-tu, mon cher Lucas Courtin? Moi, je le donnerais à Joel Embiid parce que c'est tout simplement impressionnant qu'il fait. Et en plus, je trouve que pour l'histoire, 21 ans après Shaq,
ça serait tellement beau de redonner ce titre à un pivot, enfin en tout cas un big man. Donc voilà, Joel Embiid parce que c'est tout simplement monstrueux, 30 points de moyenne, 12 rebonds avec Philly. En plus, ils sont premiers à l'Est, donc voilà, il est tout simplement stratosphérique. Et donc pour l'instant, si la saison s'arrêterait là, je le donnerais à Embiid. Après, bien évidemment, il reste encore quand même beaucoup de matchs et il ne faudra pas qu'il se blesse trop parce qu'il va rater beaucoup de matchs. Donc ça y joue aussi forcément. Mais sinon, ouais, le titre reviendrait donc à Joel Embiid à l'Est, bien évidemment, même s'il y a de très beaux concurrents partout et que la course va être sans doute très, très haletante jusqu'à la fin, à mon avis, quoi. Ça va être serré, tu fais bien le dire. Justement, Théo, j'ai pas les infos là sur la blessure d'Embiid. Il en est où? C'est 2 semaines, non? Ouais, c'était 2 semaines. Il y a une semaine qui vient de se passer. Il y en aura sûrement une deuxième. Et je pense que les Sixers referont le point à la fin de la semaine prochaine, d'ici ouais, lundi prochain. Ils referont le point et en fonction de la blessure, soit il continuera à être absent un petit peu, soit il reviendra. Tu le donnerais à Jojo, toi aussi, Non, ce trophée? non, parce que pour le coup, j'ai du mal avec donner un trophée de MVP à un joueur qui a été blessé, et notamment Embiid. On sait que s'il revient, il risque aussi d'être load managé un peu, notamment sur les back-to-back. Et sur cette deuxième partie de saison, il y a pas mal de back-to-back pour toutes les équipes. Donc, moi, je le donnerai à Damian Lillard. Allez, je le savais, je le savais, je le savais. J'aime Et bien parler franchement, de les Lillard. Blazers, parce que Ok. bah, il disait que Joel Embiid était monstrueux. Bah, Lillard aussi, hein, c'est 30 points de moyenne, pratiquement 5 rebonds, presque 8 passes. Et puis une clutchitude digne de lui, en fait, parce qu'il y a que lui qui est capable d'être aussi clutch que ça. Et puis surtout, il faut rappeler que il a eu quand même ses deux meilleurs lieutenants qui ont été absents la plupart de la saison, les personnes de CJ McCollum et Youssouf Nurkic. Et bah, ça l'a pas empêché d'engranger les wins pour Portland. On sait que Portland, d'habitude, ils ont toujours un peu de mal sur la première partie de saison et ils se réveillent en deuxième partie de saison. Et bah là, cette année, pour l'instant, ils sont très solides sur toute la saison. Et oui, c'est pas forcément un bilan de MVP. Ils sont sixième à l'Est et sixième à l'Ouest. C'est pas extraordinaire, mais par contre, lui, à un niveau de MVP, il est valuable pour son équipe. Parce que je pense que sans lui, les Blazers seraient dans les bas-fonds de l'Ouest avec nos amis les Kings et les Wolves. Mais avec lui, bah, ils sont playoffables et ils vont sûrement être en playoff. Donc, bravo Damien Lillard pour tout ce que tu as fait, pour tout ce que tu fais cette saison. Et merci d'être ce joueur de basket-là parce qu'il est juste extraordinaire. Donc toi, mais c'est vrai c'est un débat. Damien Lillard, c'est un joueur bon, qui est moins clivant que d'autres. Par exemple, je pense à James Harden qui a ce côté très clivant. Damien Lillard, il a aussi un peu ce côté-là parce qu'effectivement, tout le monde reconnaît ses talents incroyables de basketteur. Tout le monde reconnaît son talent et sa capacité à être justement un joueur potentiel MVP. Mais il y a toujours ce mot potentiel. On ne sait pas s'il est véritablement, on ne sait pas à quel moment. Et il y a beaucoup de débats là-dessus euh, entre ceux qui vont défendre Damien Lillard, peut-être à raison, et d'autres voilà, qui vont mettre un peu plus de réserve sur sa capacité justement à être un MVP. Ce qui touche aussi, je vous poserai la question juste après, on va parler des autres joueurs d'abord, mais ce qui touche aussi à cette notion de most valuable player, à cette notion de qu'est-ce qu'est véritablement être un MVP. Et c'est sûr que, vu que des fois c'est toujours un petit peu nébuleux pour certains, on a toujours du mal à décerner qui est qui. Et Damien Lillard est dans cette zone un peu de, de flou, un petit peu. Voilà, du coup, vous avez mentionné Joel Embiid pour Lucas, Damien Lillard pour toi. Euh, un joueur dont on n'a pas encore parlé, enfin on en a parlé un petit peu dans les joueurs de la semaine, qui impressionne depuis le début de saison. Lucas, tu l'as dit, ça serait cool de le donner un pivot. Là, on a un pivot. On a parlé de Chris Paul qui était un meneur, passeur, gestionnaire. Là, on a un pivot, meneur, passeur, gestionnaire, enfin, qui sait C'est tout tout. faire. Nikola Jokic, messieurs, qui est le favori de la NBA d'ailleurs pour l'instant de ce trophée d'MVP. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, Nikola Jokic? Est-ce que ça vous semble trop encore pour lui donner, enfin trop tôt? Est-ce que ça vous semble un peu léger? Je sais pas. Qu'est-ce que vous pensez de Nikola Jokic dans cette course au MVP?
très souvent noté dans le top des classements avec Joel Embiid. Lucas, Nikola Jokic, Bah, le moi, je meneur savais, buteur, le pivot. je l'avais mis à l'ouest. Enfin, moi, j'ai fait Est et Ouest. Et donc, MVP pour moi à l'ouest, je le donnerai à Nicolas, mais plus pour aussi l'histoire de dire effectivement, genre, on met deux pivots en concurrence. Je trouve qu'il est monstrueux avec les Nuggets. Voilà, 27 points, 11,5 rebonds, 8,6 passes. Il sait tout faire. Donc, je l'aurais mis à l'ouest, même si, bien sûr, LeBron n'a pas laissé encore tomber enfin, le titre d'MVP. Il va se battre au bout, même si les stats sont un peu moins bonnes. Mais c'est surtout sa capacité à faire gagner l'équipe, je trouve. Pour moi, c'est ça le MVP, c'est-à-dire que c'est un joueur qui va à la fois avoir des stats individuelles très très fortes et à la fois cette capacité à faire gagner son équipe. C'est pour ça que Lillard, c'est un peu le flou parce qu'avec Portland, il est jamais trop dans les premières places et il n'arrive jamais à allier ces deux-là. Donc c'est pour ça que j'ai du mal avec Lillard, même si effectivement il est celui qui a les meilleures stats aujourd'hui en termes de points. Donc voilà, là je mettrais Jokic à l'ouest pour récompenser. Et en plus, pour une fois qu'on a des big men vraiment très très impressionnants, bah, autant se faire plaisir, quoi. Donc voilà. Théo, je te vois faire je te vois Ouais. faire la moue. Je te vois faire la moue. Parce que lui-même a donné des arguments anti-Jokic que je trouve magnifiques. C'est qu'il parle notamment du fait que Lillard ne fasse pas assez gagner son équipe. Aujourd'hui, les Nuggets et les Blazers cette saison ont à quelque chose près le même bilan. C'est vrai. Sauf qu'il y en a un, les deux meilleurs lieutenants sont blessés, alors que l'autre, Jamal Murray, l'a fait toute la saison. Enfin, tout l'effectif des Nuggets, ça a connu que très peu de blessures. Alors oui, Jokic, d'un point individuel, je le trouve extraordinaire. Et honnêtement, si il hérite du trophée de MVP, je Ouais, n'irai contesté. pas à New York en bas du siège de la NBA pour manifester. Ce sera mérité. Mais moi, je trouve qu'en fait, les Nuggets sont déjà, ils ont un problème de ces dernières saisons. Ils ont été tellement forts que limite, il faudrait qu'ils fassent mieux avec un Jokic extraordinaire pour que Jokic ait le MVP. Moi, c'est ça un peu. J'ai l'impression que dans la tête des votants, le fait que les Nuggets aient terminé notamment deuxième l'année dernière entre les deux Los Angeles au classement, et la saison d'avant la saison d'avant aussi, ils avaient fait deuxième. Moi, j'ai l'impression que ça joue contre Jokic dans le sens où oui, t'es meilleur, mais ton équipe est moins forte. Ouais, et C'est surtout, là c'est ça. où, moi, c'est là où j'ai du mal à juger Jokic parce que en termes individuels, il le mérite. Mais après, c'est quelle importance accorder au bilan de l'équipe dans ce trophée, en fait, dans l'attribution de ce trophée. Bon, Ouais, en mais tout après, le bilan va bouger. Enfin, on ne sait pas encore si Denver va pas finir devant les Clips. On ne sait pas si les Suns vont tenir. Moi, les Suns, Pareil j'aimais avec les beaucoup. Blazers, finalement. Ouais, Si, ouais, ouais. Ah, mais bien sûr, pour les Blazers aussi, s'il y a le retour, effectivement, c'est deux équipes qui à la fin, c'est pour ça que, en fait, là à l'Ouest, c'est difficile de trouver quelqu'un parce que si Denver finit 2 ou 3 devant Clips et Suns, à la rigueur, ou 3 derrière Lakers et Jazz, bon, bah, on va dire Nikola Jokic, incroyable. Et à l'inverse, si les Blazers font la même chose ou arrivent à remonter, on pourra effectivement le donner à Lillard, quoi. Donc, perso, ça va dépendre. La saison est encore un peu longue, on va dire, même s'il reste, voilà, je pense reste que, encore quelques matchs. honnêtement, je pense que, enfin, personnellement, en tout cas, je pense que ça va jouer, enfin, ça joue là maintenant. Effectivement, le début de saison, etc., c'est important dans la décision des votants. Mais c'est toute cette période-là maintenant où, en fait, ce qui va faire la diff, ça va être bah, les c'est pour ça bilans que à la fin de saison, bien évidemment. Mais les gros cartons que les joueurs vont faire et les prestations qu'ils Ouais. vont avoir maintenant, ça rentre dans la tête. Lillard nous sort un match sans Mm. CG à 50 points, ça rentre dans la tête. Jokic nous sort un match à 45 rebonds, ça va rentrer dans la tête des votants. Tu te dis, OK, il y a une perf incroyable, le mec est régulier depuis le début de saison, il faut que je le récompense à un moment donné. Et je pense que c'est ce qui va potentiellement faire la différence. Et du coup, Théo, tu as parlé du fait que justement Nikola Jokic devait être meilleur que la saison d'avant. Euh, ce lui, qui il est l'aide pas... que Oui, son oui, équipe. non, non, c'est sûr, c'est sûr. Mais je veux dire son équipe, en tout cas, enfin Nikola Jokic et son équipe, ce qui Oui, aide pas pour moi, pour Ouais. Damian Lillard, c'est justement ce côté bah, des saisons d'avant où il était très bon, mais très irrégulier. Il connaît des mois, des coups de chaud incroyables, mais voilà, des fois, il avait des c'est petits là coups où moins bien. On sait qu'il avait passé un peu le lead offensif à CJ McCollum, en tout cas un peu en début de saison, avant que CJ se blesse. Ça fait partie des trucs qui peut ne pas aider les votants, en tout cas, pour peut-être la fin de saison, en tout cas, qui est dans les têtes des votants. Voilà pour ce que j'en pense. Après, c'est sûr que, comme tu l'as dit, si Damien Lillard est élu MVP, je n'irai pas crier au scandale.
vu la saison Oui, oui. Bah, cette année, enfin, cette année, il n'y aura pas de scandale, sauf si, bien sûr, on va élire quelqu'un qu'on n'a pas cité dans ses noms. Mais sinon, oui, si c'est Oui, Embiid, si c'est Jokic, si Justement, c'est Lillard, on ne va pas crier au scandale, quoi. on a mentionné trois noms. Je voudrais Ben qui, dans notre conversation, disait pour moi le MVP au sens propre du terme cette saison, c'est Curry. Il y a d'autres noms que je voulais Ouais. rapidement mentionner avant de passer aux autres trophées quand même, messieurs. Giannis Antetokounmpo qui l'a eu et qui potentiellement pourrait le faire. On va en discuter. LeBron James. euh, qui était dans cette course-là, toujours à 35, à 35 ans, mais qui s'est blessé là, cette semaine, donc on ne sait pas pour combien de temps encore. Et ça peut jouer effectivement aussi sur cette course au trophée, même s'il était un peu en dessous les noms qu'on a mentionnés là pour l'instant. LeBron James était toujours là et aurait pu terminer très bien. James Harden qui fait une très belle saison du côté des Nets. Et qui s'est vraiment installé comme le patron des Nets, il faut le dire, en tout cas offensivement. Euh, Kevin Durant est blessé, Kyrie Irving est toujours sur courant alternatif si jamais il joue au match ou pas. Voilà, Kawhi Leonard qui est là aussi, Luka Doncic qui fait partie des noms mentionnés en tout cas dans cette course, même s'il ne l'aura pas, on est d'accord. Je voudrais me concentrer surtout avec vous sur des mecs comme Giannis, LeBron et Harden ou Curry. Est-ce que c'est véritablement mort pour eux? Est-ce que peut-être sur un coup de sang des votants et sur un coup de chaud aussi à un moment donné sur cette notion de valuable, est-ce qu'ils peuvent l'avoir, Yanis qui fait une belle saison quand même et qui performe du côté des Bucks? Théo, un de ces quatre noms peut-être dans la course, oui, non? alors Curry, le problème, c'est que vraiment là, le niveau des Warriors au global et le bilan de l'équipe fait que. Alors oui, je peux comprendre Ben, qui est dans notre conversation, qui nous dit que c'est le plus valuable parce que sans lui, les Warriors seraient derniers, ou pas loin en tout cas. Je peux comprendre ce point de vue-là. Maintenant, je pense que là, dans la tête des votants, c'est trop loin. Et pour les trois autres, donc LeBron, Harden et Yanis, en fait, je n'arrive pas à m'enlever de la tête que le script, entre guillemets, joue contre eux. LeBron qui tourne en 26-8-8, donc très solide à son âge, hein, Oui, on va disons-le. pas se mentir, quand même. Ouais. Sans Anthony Davis, il est blessé Voilà, une c'est ça. bonne partie de la Là, saison. il vient de se blesser et en fonction de la durée de la blessure, ça peut définitivement lui enlever toute chance de prétendre au MVP. Ensuite, Yanis, moi j'ai l'impression qu'il y a le problème de la force de l'habitude avec Yanis. Il vient déjà de faire le back-to-back. On sait qu'en NBA, on aime bien changer de tête, qu'on n'aime pas garder la même tête trop longtemps, à moins qu'il domine vraiment trop. Et là, Yanis, le fait le début de saison des Bucks un peu en deçà a fait qu'on l'a très vite éliminé de la course, enfin, entre guillemets, oublié en tout cas de la course. Là, comme les Bucks reviennent bien, en fonction de la manière dont ils reviennent, attention à un push de Yanis en fin de saison qui va lâcher des 35-18 sur tout le monde. Et là, ça va faire mal. Et Yanis, en plus, enfin, il fait des stats cette saison, c'est 29 points, 12 rebonds et plus de 6 passes. Donc, Ah oui, non, il a fait une semaine à 35 points je crois, de moyenne à un moment donné. ouais. Et puis Harden, moi j'ai l'impression qu'Harden, bah, ça oublie pas le départ un peu sale, entre guillemets, de Houston. Et ça, j'ai l'impression que ça joue un peu contre lui. En tout cas, médiatiquement, en tout cas, j'ai l'impression que ça joue contre lui. Dans la façon dont on parle de lui, c'est qu'on n'arrive pas à s'enlever cette image du départ sale de James Harden à Houston, alors que bon, bah, c'est pas le premier à être parti comme ça, il sera pas le dernier. Puis les jolies perfs de Kyrie aussi à côté de lui aident pas non plus, puisque effectivement ça amenuise, en tout cas peut-être, ça amenuise un peu sa performance globale, même si pour l'instant voilà, c'est le meilleur passeur de la ligue. Voilà. Avant de Oui, laisser Lucas parler un petit peu, je vais juste rappeler, parce que je l'ai fait pour les deux autres, donc les stats d'Arden, c'est 25 points, 8 rebonds et plus de 11 on se passes. passe. Ouais, c'est ça. C'est ça. Et de toute façon, elle s'affiche pour vous, je vous les afficherai, les stats de tous les joueurs dont on parle. Lucas, vite fait pour conclure, avant de passer à un autre trophée, il y en a pas mal à voir. Ouais. Non, mais Sur ces c'est noms-là, ok. Yanis, LeBron, Harden, Curry peut-être aussi. Ça te semble trop loin Bah, pour non, non, lui? c'est difficile. En fait, je rejoins un peu ce qu'a dit Théo, c'est-à-dire que pour Yanis, s'il commence à éclater tout le monde sur la fin et que Milwaukee revient, pourquoi pas. Maintenant, le problème, en fait, c'est au-delà de ces noms-là qui sont monstrueux. Curry, on est d'accord, s'il n'est pas là et c'est avec ses 30 points, Golden State est au fond. Mais au-delà de ça, ce qui est problématique, c'est qu'à côté de ça, il y a des joueurs qui sont monstrueux et qui font gagner leur équipe. Et genre, bah, Embiid, par exemple, il vient pour moi effacer un peu le travail de Yanis. Yanis est monstrueux avec les Bucks. Mais au final, aujourd'hui, les Bucks sont quand même à 3 victoires derrière, même s'ils ont des matchs d'avance, à 3 victoires derrière de Philly. Et Philly a un meilleur bilan.
Embiid a presque des meilleures stats. Enfin, donc, ça, c'est des petits points d'avance comme ça voilà. Et en plus, c'est même pas les mêmes profils. Enfin, je veux dire, tu as un big man contre un mec qui a plus de possibilités, on va dire, de scorer. Donc pour l'instant, on va dire, c'est plutôt les autres qui éclipsent un peu ses performances. Et puis, là où l'a dit Théo très justement, c'est qu'on a envie de changement et on sent que là, c'est la vague, c'est la bonne année pour changer, en fait. On sent que là, on peut le donner à quelqu'un qui, voilà, bah, l'histoire est belle, comme j'ai dit avec Shaq, 21 ans après. C'est peut-être le moment où on va le donner à un pivot et pas à un autre joueur. Donc, pour LeBron, ça me semble un peu loin, surtout qu'en plus, encore une fois, il est blessé, on ne sait pas trop ce que ça va donner. Donc voilà, là moi je pense qu'il reste encore bien, on va dire 15 matchs, on va dire ouais, 15 matchs où là les 15 prochains matchs, les 20 prochains matchs vont être assez décisifs, voilà, même si la fin, les 10 derniers, bon, mais je pense que là les 15-20, faut pas se blesser, faut pas que Embiid se reblesse, faut pas que voilà, tous les blessés là ils vont être, ça va être les grands absents malheureusement. Et pour Harden, c'est difficile, effectivement. Je pense qu'il y a le fait que le départ de Houston qui pèse sur lui. Et aussi le fait qu'à côté de lui, il y a des joueurs qui brillent aussi. Et ça, c'est jamais évident quand tu as un Curry qui est capable de marquer voilà, 25 points, 30 points lui aussi sur une game. Ou bon, là, il n'y avait pas Durant, mais il y aurait Durant, ça serait encore plus compliqué. Donc, Avec ouais, donc je Griffin pense que ça me aussi, ouais, semble ça un fait. peu loin pour ces joueurs. Et pour Curry, j'ai envie de dire oui, mais malheureusement, on récompense aussi un bilan. Et malheureusement, Curry, même s'il a 30 points 20 de moyenne, même s'il a 35 points de moyenne, le bilan paye, quoi. C'est malheureusement, il le paye. Donc, Bon, voilà c'est compliqué pour pour eux. ce trophée-là. Je vous coupe un peu, mais c'est vrai qu'il faut Ouais, enchaîner sur les autres. Il y a beaucoup de choses à dire. Mais c'est vrai que, en tout cas, vous l'avez très bien dit, ça jouera sûrement, très sûrement, en tout cas, entre Joel Embiid et Damian Lillard pour ce ouais. trophée, en tout cas en fin de saison. Nikola Jokic en embuscade, qui est premier pour la NBA sur son dernier rating. Voilà, de toute façon, tous les noms s'affichent pour vous. On en reparlera bien évidemment en fin de saison et tout au long de la saison là, sur les grosses pertes des gros joueurs. Messieurs, je voulais passer avec vous un autre trophée qui devrait nous intéresser, qui a été peut-être un peu remis au goût du jour là, ces derniers temps. Je voudrais parler du rookie de l'année, messieurs. On en a pas mal parlé aussi dans la discussion. Pourquoi ça a été, les cartes ont été redistribuées? Tout simplement parce que Lamelo Ball, le frère de Lonzo avec les Hornets, qui faisait figure de favori, en tout cas, peut-être pas en début de saison, mais en tout cas sur cette année, sur ses performances, pour Lamelo Ball, qui s'est blessé. Messieurs, est-ce que on ne sait pas pour combien de temps encore, il n'y a pas de. Saison. Il a C'est à la Ah, fin il de est toute la fi- saison? J'ai Ouais, vu c'est terminé. indéterminé, mais je ne savais pas si c'était quelques Non, semaines. c'est terminé. non, saison terminée. Saison terminée pour lui. Donc, Bon, saison terminée, comme malheureusement. l'a justement dit, ou pas d'ailleurs, euh, D'Angelo Russell, avec son tact habituel. Il a tweeté Anthony Edwards, rookie de l'année. Ouais. Bon, au-delà du timing un petit peu pas super ouf, qu'est-ce que vous pensez, vous, de ce trophée-là, la Melo Ball qui devait l'avoir? Est-ce que vous pensez quand même qu'il l'aura pour récompenser ses 2 tiers de saison, ou est-ce qu'on va aller du côté d'un autre joueur, par exemple Anthony Edwards avec les Wolves, qui sont rincés au sol, il faut le dire, cette saison, voilà, ou peut-être du côté de New York avec Emmanuel Quickley, peut-être du côté des Kings, là Théo te voit sourire bien évidemment avec Tyrese Haliburton. Qu'est-ce que vous en pensez? Cette course, ce trophée en tout cas est assez indécis avec cette blessure de la Melo Ball. Théo, là, si tu devais, pareil, euh, en désigner un, le choix du cœur, de la raison, vers qui tu voterais, toi, pour ce trophée de rookie de l'année? Mais moi, je voterais Tyrese Haliburton. Je le savais. Pourquoi Tyrese? Alors, Tyrese Haliburton, c'est incroyable. Enfin, pour un mec, un joueur aussi jeune, de savoir absolument comment jouer, euh, C'est vrai que la avec maturité est assez folle. Ouais. la maturité dans son jeu, avec des mecs, c'est pas facile de jouer avec, hein. Moi, je souhaite pas à des meneurs, enfin à des combo guards, des mecs qui gardent la balle en main, de jouer à côté d'un mec comme Buddy Hield, là. C'est pas sympa, hein, à jouer, hein. Donc, non, franchement, Tyrese Haliburton, il est monstrueux. C'est 12 points, 3 rebonds et demi, 5 passes. Et un petit pourcentage à 3 points qui fait plaisir. 41% derrière la ligne. C'est fort. C'est extraordinaire. Il y avait beaucoup de réserves sur lui quand il est arrivé. On ne savait pas trop exactement ce qu'il valait dans une cuvée de draft un peu bizarre où on ne savait pas trop vraiment le niveau des joueurs. Et il est arrivé, il s'est tout de suite dit comme ouais, en fait, j'étais un top 5 de cette draft les yeux fermés parce que il est tout simplement trop intelligent sur un terrain de basket.
Et, euh, et dans le marasme des Kings, c'est l'une des vraies belles histoires de Sacramento cette année, c'est le niveau de Tyrese Haliburton. Après, c'est la blessure de LaMelo Ball qui me fait dire ça. Honnêtement, s'il n'était pas blessé, LaMelo Ball, je lui aurais donné le trophée comme tout le monde. Maintenant, sa blessure rentre en compte, donc pour moi, c'est Tyrese Haliburton. Mais on va en parler vite fait après de Melo. Mais Lucas, toi, ton avis, est-ce que, pareil comme Théo, tu voterais plutôt pour Tyrese à Liberton avec les Kings ou tu regarderais plutôt du côté des Wolves, du côté C'est des dur. Knicks Bah, c'est pas simple. Enfin, déjà, je réponds à ta question. Je pense pas qu'on puisse le donner à la Ball pour les 2 tiers de sa saison ou les voilà, 60% qu'il a pu faire. Il serait genre vraiment premier avec des stats un peu plus folles. À la rigueur, on pourrait se dire, ah, quand même, c'était impressionnant ce qu'il a fait. Même si là, les stats sont déjà bonnes, hein, attention. Donc, non, Parce que pour ça, Zion a fini deuxième en jouant c'est vrai. 10 matchs. Oui, c'est Mais aussi. bon, Il sera après, sur on mon Après, parle. c'est vrai que la Melo Ball, c'est rien que déjà le nom va peut-être jouer aussi un peu en sa faveur. On le sait, voilà, là, c'est pas n'importe qui. Donc, mais non, j'aurais tendance à dire non pour ça. Après, c'est compliqué. Allez, lâche un nom, Lucas. À l'Est, bah, Mouille-toi. Anthony Edwards, c'est solide individuellement, voilà. Mais le problème, c'est que le bilan des Minnesota est éclaté au sol. Donc, c'est difficile. Mais le mec est quand même à 16,7 points. Il est à 4 ou 5 points au-dessus des noms qu'on a cités, sauf la Melo Ball, parce que j'enlève la Melo Ball. Il est au moins à plus de 4 points des noms qu'on a cités, ou en tout cas de Quickley, Emmanuel Quickley derrière. Donc, c'est quand même fort de mettre 4 points de plus. Voilà, il joue 30 minutes, il a la possibilité d'avoir beaucoup de temps de jeu, donc ça, il joue aussi. Donc pourquoi pas. Et après, sinon, bah, il y a le Emmanuel Quickley qui, au final, avec New York fait une belle saison. Enfin, par rapport à ce qu'on avait imaginé, ils font une belle saison. Donc pourquoi pas le mettre dedans aussi. Il joue que 20 minutes, mais il claque 12,7 points de moyenne. Donc c'est quand même pas mal. Mais je ne sais pas trop sur quoi se basent les votes, sur un peu. Si c'est les stats uniques, bah, il ira Anthony Edwards. S'ils vont chercher un petit peu plus voilà, de cohérence de jeu, tout ça, je pense qu'il peut aller soit à Quickley, soit à, j'ai oublié le nom, celui de Théo, Haliburton. à À Liberton. Ouais, Liberton. merci à Liberton. Donc ça sera un des deux s'ils réfléchissent peut-être à ce qu'il apporte dans l'équipe et peut-être aussi bah, le bilan, pourquoi New York est aussi bien, pourquoi les Kings sont pas si mal. S'ils font que des stats individuelles, ça ira pour Anthony Edwards forcément, quoi. Il y aura pas de surprise. Donc c'est à voir. Moi, je le donnerais, je sais pas, c'est compliqué. Ah non, Ouais, c'est dur. je le donnerais à Quickley pour New York, pour ce que fait New York. Voilà. Et pour pas dire la même chose que Théo, C'est ce pour que le j'allais dire. laisser avec ça. Voilà, je le donnerais à Et du Quickley coup, bon, pour. moi, je le donnerais à Anthony Edwards. Voilà, comme ça, on est Pour... trois. Non, mais c'est vrai qu'effectivement, Tyrese Haliburton le méritait, enfin, en tout cas, une bonne partie de la saison. Bien sûr. Il n'est pas rentré dans le rang, mais ce qu'il a un peu banalisé aussi ses jolies performances. Et puis voilà, on sait que les rookies ne tapent pas forcément des matchs à 50 points Bien sûr. tous les 4 matins. Anthony Edwards, en tout cas, est assez solide à ce niveau-là. Parmi les autres noms qu'on peut citer, bon, qui ne l'auront pas, mais qui sont dans la course et qui font une jolie saison rookie, en tout cas, James Wiseman avec les Ouais. Warriors, qui a été blessé aussi, qui apprend aussi au plus haut niveau et on sait comment c'est dur de réussir, enfin dur, comment les Warriors avec leurs jeunes joueurs peuvent être exigeants aussi. Donc James Wiseman fait une belle saison quand même du côté des Warriors. Sadiq Bey, très jolie saison avec les Pistons aussi, mentionnons-le. Euh, on a, bon, après, derrière, c'est un peu plus disparate. Là, la NBA, je regardais, mettait par exemple Jason Tate avec les Rockets. C'est intéressant, hein, mais C'est pas mal ce qu'il fait avec les Rockets, mais bon, un role voilà, player, quoi. on parle d'un trophée de vrais joueurs importants dans un effectif. Voilà, Mm. Patrick Williams aussi avec les, les Bulls. Voilà pour ce trophée de rookie de l'année. On essaiera un petit peu de parler un peu plus longtemps de Lamelo Ball. Désolé si vous êtes des fans de Lamelo, vous inquiétez pas, on a déjà parlé de lui aussi en début de saison, etc. On a euh, été dithyrambique aussi sur ses qualités de joueur, de meneur, etc. Et ça, apparemment, ça convient très bien à Charlotte. Donc, vous inquiétez pas, on en a parlé, on en reparlera. On va quand même passer, messieurs, aux autres trophées. Il y a pas mal de choses à dire. Le troisième trophée, donc je voulais parler avec vous. Pour moi, le troisième trophée le plus intéressant, et en tout cas celui qui fait aussi le plus débat en ce moment. Théo, tu me vois arriver. Tu me vois arriver sur Ah, mais- et sur tu mes me grands vois, sabots. et tu me vois arriver aussi. On va parler du trophée de Six. Pas du tout. On va parler, messieurs, du trophée de défenseur de l'année, Ouais, le là, Big c'est dur, ça. Boy. Bien évidemment, messieurs, c'est celui qui fait le plus débat récemment, grâce à un homme.
enfin grâce à deux hommes surtout, mais grâce à un homme qui en parle beaucoup et qui a envie de l'avoir cette année, qui a lancé sa campagne, on est sur une année d'élection pour Ben Simmons avec ce trophée de DePoy, le meneur des Sixers, qui déclare à qui veut bien l'entendre un petit peu dès qu'il peut qu'il est le meilleur défenseur de la ligue. En tout Même cas, ceux qui qu'il est le veulent pas défenseur. l'entendre. Même ceux qui ne veulent pas l'entendre doivent l'entendre apparemment. Il a besoin de le dire à tout le monde en tout cas. Qu'il est le meilleur défenseur de la ligue, qu'il est en tout cas le défenseur le plus polyvalent, et il aime bien s'opposer à un homme, messieurs, nous le connaissons bien puisqu'il est français, double Deepoy. L'année dernière c'était Yanis, mais en tout cas ça fait 2 ans de suite que Rudy Gobert, messieurs, avait ce trophée de défenseur de l'année. Bon, qu'en penser? On sait qu'on en a parlé il y a 2 semaines sur les stats avancées de Rudy Gobert, en tout cas en défense, qui était leader du defensive win share, qui était leader aussi du defensive rating, qui sont des stats avancées pour essayer de comprendre un peu comment un joueur pouvait défendre en NBA. On sait que Rudy Gobert domine ces catégories-là. Ben Simmons n'est pas loin derrière. Je vais quand même vous poser la question, messieurs. Théo, je vais te lancer dessus. Je sais que on a un peu parlé aussi. Pour toi, si là tu devais désigner un défenseur de l'année, Rudy Gobert, Ben Simmons, peut-être un autre, je ne sais pas. À qui tu le donnerais? Non, bah, Faire du favoritisme ou pas? je vais te surprendre, Yonim, mais je le donnerai à Ben Simmons. Euh, c'est Pourquoi donc? monstrueux. C'est monstrueux parce qu'on ne se rend pas compte du taf qu'il fait avec Philly. Philly, aujourd'hui, est une des meilleures défenses de la ligue. Le Jazz aussi, hein, mais Philly est une des meilleures défenses de la ligue aujourd'hui. Doc Rivers a ramené un peu ce côté-là où il veut que ça joue dur tous les soirs. Et assez étonnamment, c'est l'une des seules équipes où la défense est construite autour d'un extérieur, d'un très grand extérieur, très physique, mais qui joue au poste extérieur. Et c'est lui le patron de cette défense-là, malgré la présence bien intimidante de Joel Embiid à l'intérieur, hein. Mais c'est quand même Pour, lui le patron. pour toi, la défense des Sixers, elle est construite autour de Ben Simmons? Oui, défensivement, oui. Oui, oui, enfin, vraiment, la En fait, défense des. moi, de ce que j'ai vu, en tout cas des Sixers, hein, j'ai pas vu tous les matchs, mais j'ai vu un bon trois quarts des matchs. Comme on en a joué 40, ça fait à peu près une trentaine. Et Ben Simmons, en fait, déjà, il faut savoir que Ben Simmons, il se tape le meilleur joueur adverse des postes 1 à 4. Si le meilleur, à part contre les Nuggets, en gros, où c'est Jokic le meilleur joueur adverse, du coup, là, c'est Embiid qui s'y colle. Mais comme dans toutes les autres équipes, c'est pas le pivot le meilleur joueur adverse, c'est Ben Simmons qui s'y colle. Donc, déjà, en termes de polyvalence, euh, je, je pense qu'on a affaire au défenseur le plus polyvalent de la ligue. Est-ce que c'est le meilleur ou pas? Lui, il dit que c'est le meilleur défenseur de la ligue sur cette saison. Moi, je suis d'accord avec lui. Dans le reste, ça se discute. Mais en fait, on a affaire à un joueur qui vraiment fait du mal à ses adversaires défensivement. C'est-à-dire que c'est pas juste un joueur qui défend en gênant son adversaire. Il leur fait vivre des sales soirées. C'est que je pense que les mecs, quand ils arrivent sur le calendrier, ils voient les Sixers, ils sont saoulés parce qu'ils savent qu'ils vont être défendus par Ben Simmons et qu'ils vont être là, il va encore me casser les. Voilà, Mm. pendant tout le match. Et je vais rien pouvoir faire parce que bah, il est beaucoup, la plupart du temps, il est plus grand et plus physique que ses adversaires directs, notamment sur les postes extérieurs, mais il est tout aussi mobile. Et en fait, on ne se rend pas compte, je pense, du niveau défensif qu'a atteint Ben Simmons. Au-delà de son niveau physique qui lui permet de bien défendre, il a un QI basket défensivement qui fait partie des meilleurs de la ligue aujourd'hui, avec des joueurs comme Kawhi notamment, qui ont un QI basket défensif extraordinaire. Et il en fait partie. Et moi, je comprends qu'ils sont en campagne électorale et je voterais pour Ben Simmons Deepoy si j'avais l'occasion de voter, ce qui ne sera pas le cas. Mais Peut-être un jour quand on sera journaliste et qu'on pourra voter. Lucas, avant de te filer la parole, quand même, je voudrais répondre, en tout cas, donner l'avis de Rudy Gobert sur la question. Théo, toi, tu vois Ben Simmons qui, du coup, s'oppose souvent à Rudy Gobert. Rudy Gobert, forcément, lui a posé la question en tant que double défenseur de l'année. C'est le Salt Lake Tribune qui lui a posé la question. Et Rudy Gobert répondait, je vous mets la décla là sur YouTube, il disait, pour moi, tout est une question d'impact. Il s'agit de l'impact que vous pouvez avoir sur le terrain et sur vos coéquipiers. Au bout du compte, quel impact vous pouvez avoir sur votre équipe et sur l'équipe adverse. Il ne s'agit pas d'être flamboyant ou plaisant. Il ne s'agit pas de récit médiatique.
Il ne s'agit pas de réussir un gros match, il s'agit de venir sur le terrain chaque soir et de se battre défensivement et d'avoir un impact sur le jeu. C'est Voilà marrant, pour il décrit bien Ben Simmons. la réponse. Il a parlé aussi des stats avancées, etc. Pour toi, Lucas, si pareil, encore une fois, tu te mets dans la peau du commissionnaire, il n'y a que toi qui votes, puisque, soyons fous, on a fait une petite révolution. Tu dois désigner le Deepoy cette saison. À qui tu donnes le trophée? Qui t'appelle avec toi sur scène? C'est dur. C'est dur parce que Théo a sorti des très bons arguments. Et j'aime beaucoup Ben Simmons en plus. Mais Tu peux dire Ben Simmons moi, aussi, je suis hein. obligé. Moi, je suis trop cocorico. Je suis un fan des Spurs, donc je suis trop cocorico. Je le donnerai à Rudy Gobert, mais pour qu'il fasse le 3 sur 4, quoi, qu'il fasse le triplé, entre guillemets. Mais je trouve que Ben Simmons le mérite tout autant. C'est deux profils complètement différents. Il y en a un qui va. Moi l'argument, en fait, que Ben Simmons défende sur des joueurs beaucoup plus. Enfin, c'est-à-dire les joueurs un peu costauds en face, quoi, tout ce qui est les meneurs, les extérieurs, tous les mecs un peu chiants, ça c'est vrai, c'est-à-dire que Ben Simmons, même si les stats elles sont moins fortes forcément, il va pas avoir autant de comptes que Rudy, il va pas avoir autant de rebonds que Rudy, c'est logique, mais par contre, c'est le mec qui va gratter les ballons. C'est pour ça que Philly aussi est une des meilleures défenses. C'est-à-dire que c'est le mec qui va venir te faire chier toute la game, qui va peut-être annihiler les points. Moi, j'ai pas les stats vraiment avancés, mais je serais curieux de voir, par exemple, ce qu'il faudrait voir en fait, et ça, je pense que c'est possible de trouver, mais bon, plus difficilement, c'est en gros de trouver à chaque fois quelles ont été enfin, comment l'attaque s'est comportée en face en fait de Ben Simmons, soit le mec individuellement, soit l'équipe entière. Tu vois, est-ce qu'il empêche beaucoup de shooters à 3 points de shooter parce qu'il est là, il gratte? Est-ce qu'il empêche beaucoup de joueurs de passer? Enfin, bon, c'est des stats hyper avancées, mais effectivement, ça se joue entre ces deux. Et en plus de ça, c'est difficile de départager parce que non seulement les deux équipes sont premier à l'ouest, c'est les deux meilleures défenses du championnat. Il y en a un qui est juste monstrueux dans la raquette, Rudy Gobert, avec quand même 2,8 comptes de moyenne, enfin, c'est n'importe quoi, 10 rebonds. Donc le gars apporte, enfin, c'est pour ça que le Jazz est monstrueux. Le petit bonus en plus, c'est qu'il fait ça à l'ouest, dans une des conférences les plus difficiles. Donc c'est pour ça aussi que c'est encore plus beau. Donc, et puis d'un autre côté, tu as un mec pareil, tu as un mec avec Philly qui éclate tout à l'Est. Et la paire avec Joel Embiid fait que la défense est monstrueuse. Alors, peut-être que c'est ça qui va peut-être pêcher pour lui, c'est le côté que ben, il est très bon défensivement individuellement, mais Philly est défensivement est très fort collectivement parce qu'il y a aussi Joel Embiid qui est très fort à côté. Et à l'inverse, je pense que Rudy Gobert peut payer le fait que, ben, on dit toujours, c'est un Français, donc c'est pas déjà mec de là-bas, quoi. Et en plus de ça, il y a eu l'histoire de son salaire, son transfert, son salaire, tout ça. Il y en a plein qui crachent un peu dessus, donc peut-être que ça peut y jouer. Si on veut changer, honnêtement, ouais, franchement, honnêtement, on peut le donner à un des deux, il n'y a pas de scandale. Pour Bon, changer, à la rigueur, on peut le donner à Ben Simmons parce que ce qu'il J'aime fait bien. avec Philly, c'est monstrueux. Mais moi, en tant que Cocorico, je dirais Rudy Gobert. Et puis j'aime bien le fait que ce soit, pour le coup, donné à un extérieur. Oui, ça Il serait arrive sympa, ouais, pour le coup. très rarement en NBA, le Deep Boy, c'est Mm. connu pour être un trophée d'intérieur. Ouais, bien sûr. carrément. Bah, c'est pour ça que c'est ce que j'allais dire. C'est souvent les intérieurs, parce que tu l'as Mhm. dit, c'est souvent vers les intérieurs que la Ouais, défense c'est ça. s'organise. Là, de Et je me tête, dis, pour moi, je pense qu'à dans les joueurs extérieurs qui l'ont eu, je pense qu'à Sidney Moncrief, donc un joueur des années 80 qui joue aux Bucks. Après, il y a Jordan qui l'a eu et Gary Payton, mais ça reste quand même très rare. c'est Et, souvent un trophée d'intérieur, Bah, peut-être que effectivement. c'est l'année des changements. Le MVP pour Embiid et du coup le DPI pour Simmons. C'est comme ça, Philly est content et les autres pleurent. Les Mais au moins, il y changements. aura du changement, quoi. le Bon, Finals MVP pour Embiid. en tout cas, ce qu'on peut dire, on a parlé de deux hommes, vous offusquez pas si on ne parle pas des autres, c'est parce Ouais, que c'est dur, là. véritablement, ils dominent en tout cas cette course au Deepoy. Moi, Euh, j'ai quand même trois noms que j'ai notés. Euh, Dile, Très avec solide. grand Alors, il y a plaisir. Miles Turner qui s'est construit un Mm, dossier pas trop dégueu et qui est mm. quand même très bon à Indiana, qui est la pierre angulaire de cette défense, qui est une bonne défense, Oui. Ça, très c'est vrai. très difficile à jouer. Après, là, c'est plus un coup de cœur parce que le joueur, je le trouve juste exceptionnel. Mais Michael Bridges y est pour beaucoup dans la réussite défensive des Suns. Voilà. Et puis après, bon, bah, s'il n'était pas blessé, je pense qu'Anthony Davis, ça serait dans la discussion. Bien sûr. Comme Giannis Antetokounmpo, des joueurs qui défendent très bien tous les ans. Carrément, et justement, je vous affiche aussi les noms mentionnés par la NBA. Miles Turner en Ouais, c'est 3 vrai. pour la NBA. On parle de Yanis aussi, bien évidemment, qui physiquement toujours très impressionnant en défense. Joel Embiid qui fait une jolie saison défensive aussi
Du côté des Bucks, Bama Adebayo, toujours très intéressant en défense, en intérieur aussi. Clint Capella, bon, même si c'est un peu moins flamboyant. Du côté des Hawks, on a du Green aussi avec les Warriors qui fait beaucoup de bien à cette défense des Warriors. Et d'autres joueurs, la petite mention que la NBA met, effectivement, j'aime bien aussi le mentionner, Lugendorf, qui lui aussi, en tout cas, il a ce côté défenseur. Euh, Assez chiant, enfin, ce joueur assez chiant à attaquer, qui a des mains actives, qui est toujours là, qui est un gros gratteur de ballon aussi. Même Tu profil ne que l'auras pas. les des Suns, quoi. C'est C'est ça. des Ça joueurs fait sur le partie plan extérieur très très dur à attaquer. des bons défenseurs qui peut-être auront leur nom dans la defensive team, dans les defensive teams, en tout cas cette saison. Voilà pour les trophées. Il nous en reste deux à voir, messieurs. On va aller un peu plus vite sur ces deux autres trophées. Peut-être en commençant par le trophée de Six-Man. Pareil, là, ça sera peut-être un peu plus rapide puisque bah, il y a un homme qui se dégage surtout, qui écrase la concurrence aussi à ce niveau-là pour le trophée de sixième homme. Vous savez bien évidemment de qui je parle. Je parle d'un joueur qui joue du côté du Jazz, un joueur qui Shake marque Milton, non? beaucoup de points. Et qui, Check Milton est deuxième d'ailleurs, enfin, on va en parler, mais effectivement, un homme écrase la concurrence, en tout cas, je pense, personnellement. Oui. Jordan Claxton, du côté du Jazz, est-ce que vous êtes d'accord sur le fait que logiquement, sans trop de surprise, le trophée devrait lui aller? Ou est-ce que vous avez peut-être une surprise à nous sortir pour ce trophée de sixième homme de l'année, Théo? Ouais, ouais, non, Jordan Clarkson, pardon, est le grand, grand favori. Utah, si Utah fait une aussi belle saison, bien sûr, c'est grâce à Donovan Mitchell, à Rudy Gobert, à Mike Conley qui a retrouvé le basket. Lui, il avait perdu le basket l'année dernière, il l'a enfin retrouvé. Mais Jordan Clarkson, il est aussi pour beaucoup, si Utah est premier de l'Ouest, si Utah est aussi fort. Et il change, il est capable de mettre à l'amende des bancs adverses tout seul. Maintenant, moi j'ai ma petite mention quand même, parce que je trouve qu'il fait une très belle saison. Et on n'en parle pas assez, mais c'est Monsieur Carmelo Anthony, qui en sortie de banc là, à Portland fait énormément de bien à cette équipe. On l'a vu s'ériger en lieutenant sixième homme de Lillard pendant l'absence des deux autres. Et il est très très fort, Carmelo Anthony. Il a retrouvé le plaisir de jouer. Ça fait plaisir de le voir à ce niveau-là. Donc, Et ouais, petite mention à mettre. on peut le mettre dans les mentions. Jordan Clarkson vous donne ses stats, c'est 17 points, enfin 17,6 points de moyenne. On est sur 2,2 assists, 3,9 rebonds, le tout à 44% au shoot et 37% à 3 points. Voilà pour l'arrière du Jazz. Lucas, pareil, petite question comme Pas ça, Jordan grand-chose à Clarkson dire. pour toi. Jordan Clarkson, ouais. Oui, pour moi, c'est celui qui sort du lot, clairement. Et en plus de ça, voilà, il apporte ce que Utah a besoin. C'est-à-dire, voilà, quand on a besoin de mecs sortis de banc comme ça, parce que les autres font déjà le travail, ben, on a un mec qui claque ce genre de stade. Donc, ouais, je pense que la course, pour l'instant, elle est assez à sens unique de ce côté-là, en tout cas. Et il y aura, à moins d'un retournement de situation, je vois pas, genre style blessure. Voilà, il faut toujours se dire que sur une blessure et un des autres noms qui est derrière s'énerve un petit peu, pourquoi pas. Mais sinon, ouais, normalement, ça devrait revenir à Jordan Clarkson. Facilement. Dans les noms qu'on peut citer derrière, tu l'as dit Théo, Oui. on a du Carmelo Anthony, effectivement Mm. très bon et qui performe toujours, qui revit un petit peu, on en a beaucoup parlé du côté des Blazers. On peut citer Shake Milton, tu l'as dit en rigolant un peu, mais il fait une très belle saison en sortie de banc Oui, avec les Sixers, notre ami Shake Milton. Dans les noms qu'on peut mentionner aussi, il y a Terence Ross avec le Magic qui est assez intéressant. oui. Chris Boucher avec les Raptors cette fois-ci qui a un step-up. On va en parler aussi peut-être dans ce trophée de MIP juste après. Mais voilà, en tout cas, Chris Boucher pardon, qui peut être dans ces mentions-là. Eric Gordon aussi. Il y en a qui citent Gordon, Eric Gordon. Bon, toujours les mêmes, hein. Montrezarel aussi, Ouais. avec les blessures de LeBron et d'Anthony Davis, qui est toujours dans cette course qu'il avait gagné la saison dernière. Mm. Patty Mills aussi, la NBA a mis Patty Mills C'est avec. vrai. Mais il fait une très belle saison, Patty Mills en sortie de banc, hein. Ah, il fait vraiment du bien, ouais. On a parlé des Sixers un peu, mais parlons aussi du coup des Spurs qui brillent un petit peu aussi certains. Du coup, Patty Mills,
pour être dedans, même si ça va être plus compliqué, effectivement, d'aller chercher Bien sûr. peut-être Jordan Clarkson. Messieurs, dernier trophée avant de terminer. Pareil, ça va aller peut-être un peu plus vite. Le trophée de MIP, le trophée de Most Improved Player, celui qui a le plus progressé pour les non-anglais, ceux qui découvrent un petit peu la NBA. La NBA aime bien décerner ce trophée au joueur qui a le plus progressé. C'est toujours difficile aussi à décerner puisque, voilà, pareil, c'est toujours sur une notion de qu'est-ce que c'est progressé? Est-ce qu'un joueur qui était très bon, qui est devenu super bon, on lui donne, ou est-ce qu'on part sur un joueur qui était moyen, qui est devenu bon? Enfin, c'est toujours difficile à décerner, toujours difficile à prévoir aussi en début de saison. C'était un peu risqué là-dessus, mais voilà. Là, pour l'instant, on a des noms qui ressortent. Je suis en train de me sortir ma petite liste quand même, mais je pense que ça devrait aller logiquement. Enfin, en tout cas, ça devrait aller, je ne sais pas. On va en discuter vite fait. Jeremy Grant, Ouais. messieurs, du côté des Pistons, qui fait une très jolie saison, en tout cas, qui a pas mal step up. Théo, je te vois faire la moue. Est-ce que Jeremy Grant, pour toi, ça sera le MIP cette saison? Qui tu vois d'autre, mon cher Théo? Est-ce que tu as un autre nom à nous donner? J'en ai plein aussi, mais j'ai envie d'avoir ton avis, mon cher Ouais, Théo. ouais. Alors en fait, pour répondre à ta première question, oui, je pense que la NBA va lui donner le trophée de Mais MIP. tu n'es pas à la NBA, donc toi, tu donnerais le trophée à quelqu'un d'autre. Oui, moi je donnerais le trophée à quelqu'un qui joue dans la ville de New York, qui a été All-Star pour la première fois cette année et qui s'appelle Julius Randle. Mm. Parce que je pense qu'on ne se rend pas compte du joueur que c'est devenu. Au-delà des stats, sa progression est juste extraordinaire en termes de niveau de jeu et de ce qu'il produit. Il est passé du statut de je sais même pas quel statut il avait dans la ligue, joueur prometteur à la limite. Et encore, il est pas si jeune que ça. Donc, dans un range comme ça, joueur moyen plus, qui peut être bon, mais qui n'est pas bon tout le temps, qui est un peu irrégulier, à je suis le franchise d'une équipe des Knicks qui peut viser les playoffs. Et je suis All-Star. Donc, le changement de statut déjà est extraordinaire et le changement de niveau euh, est juste extraordinaire. Enfin, Julius Randle, il a augmenté à peu près de 4 points sa moyenne, 4 c'est points. pas énorme. Mais par contre, et de deux rebonds, ce qui n'est pas énorme non plus, deux passes. Mais voilà, C'est la peut-être ça pression qui fera individuelle aussi aussi la. qu'il dégage est exceptionnelle. Moi, je le donnerais à Ouais, mais Julius. il a pris pour venir corroborer avec tes stats, il a quand même pris presque plus de 13% de shoot Oui, derrière les 3 points. Et ça, c'est quand même à signaler. Tu passes de 27,7% à 40,8% du parking. ah bah, il est passé de Donc, Yannick. 40% à 3 points, ça commence déjà à être intéressant. On va pas se mentir, quoi. Ça n'a rien à voir avec un 27%. Enfin, pour moi, ça, c'est une stat qui aussi vient dire qu'il a progressé quoi, sur son shoot et tout. Tout à C'est ça fait. que je venir rajouter. Quoi. Ouais. Mais oui, Randall. Après, ce qui peut aussi jouer contre lui, effectivement, c'est ce que 4 points de plus. Ouais, ouais, c'est toujours pareil. Sur le statut, je suis d'accord avec toi, Théo. Mais Également, peut-être. Grant joue aussi contre lui, c'est que Jeremy Grant, il a gagné 11 points, et pareil, son statut a changé. C'était un, entre guillemets, un vulgaire role player au Nuggets, Ouais. où il avait les tâches défensives, on l'a vu notamment très bien défendre contre Kawhi en demi-finale de conf la saison dernière dans la bulle, mais Jeremy Grant, là, il est devenu le go-to guy des Pistons, et on passe de 12 à 23 points C'est de ça. moyenne pour ah, enfin, la saison Jeremy de Jeremy Grant. Grant, c'est exceptionnel, hein. Il n'y a pas à Ça, dire. ça prend presque 2 fois plus enfin, presque 2 fois plus de Mm. rebonds et ça fait presque 2 fois plus de passes aussi. Ça va clairement jouer. Un autre homme, Lucas, pardon, je ne t'ai pas Mm. posé la question. Pour toi, Non, mais tu le donnerais à c'est qui un ce peu trophée la de même chose que MVP? Théo. C'est-à-dire que je pense qu'il ira à Jeremy Grant, normalement, parce que voilà, quand tu prends 11 points de moyenne, en plus, c'est monstrueux. Après, il peut peut-être y aller à Christian Wood, mais difficile, même si lui aussi a bien évolué individuellement. Après, les Rockets, là, ils sont sur une série de défaites, c'est du jamais vu. 20 défaites. Euh, ouais, 20 Non. défaites, je sais même pas combien est le record, mais il faudrait se renseigner quand même, parce que là, ça descend. Mais ouais, c'est des joueurs qui individuellement, voilà, les deux équipes sont au fond, mais par contre, les deux joueurs ont pris une dimension dans leur équipe qui est beaucoup plus forte, en gagnant 10 minutes de jeu et donc en prenant beaucoup plus de points. Moi, c'est vrai que je serais un peu comme Théo, je l'aurais donné à Julius Randle, et peut-être ce qui va lui manquer, c'est, je sais pas moi, si au lieu de faire 23,2, s'il était à 25 points de moyenne,
peut-être que là, effectivement, mais c'est déjà énorme, hein, mais pour moi, ce qu'il fait, c'est monstrueux parce qu'au-delà des stats et donc du fait qu'il a progressé, il y a aussi le statut et il y a aussi le fait que ben, aujourd'hui, si les Knicks sont là où ils sont, c'est-à-dire potentiellement playoffables, ce que personne n'aurait mis un sou en début de saison, parce qu'on peut regarder les classements en début de saison, à chaque fois on fait le truc, mais on n'avait pas mis un dessous dessus. Bah, si aujourd'hui ils sont playoffables, c'est aussi grâce à lui. Et donc pour moi, il y a ça qui joue. C'est-à-dire que la meilleure progression, elle est individuelle, mais aussi peut-être avec son équipe, ce qu'il apporte. Donc c'est Ouais. pour ça que je l'aurais donné à Julius Randle, mais je pense que la NBA va récompenser Jeremy Grant pour ses plus 11 points, qui est quand même une très très belle stat individuelle. Voilà. Jeremy Grant, grand favori de ce Bien trophée. sûr. Vous l'avez dit, Julius Randle qui dans la course aussi. Christian Wood, malgré ses résultats un peu claqués, bon, devrait y être. Avant de te refiler la parole vite fait, Théo. Oui, pardon, vas-y, du coup. Ouais, moi, c'est juste pour finir sur le MIP, une petite dédicace quand même à Colin Sexton. Ouais. Lui aussi a Ouais. pris un super beau cap et franchement, ça a souligné parce que Colin Sexton, il a eu beaucoup de galères Ouais. au début de carrière à trouver sa place en NBA. Et bah là, il l'a trouvé et bravo Colin Sexton en tout cas. Et tu me voles ma conclusion, mon cher Théo, parce que j'allais effectivement parler de ces deux arrières à l'Est qui pourraient l'avoir, en tout cas qui sont, enfin, pas qui pourraient l'avoir, mais qui sont dans les courses aussi, qui rentrent dans les têtes. Bah, justement, Colin Sexton, très jolie saison, avec en tout cas individuel et qui a passé un petit step à ce niveau-là, le jeune meneur. Et puis bah, Jalen Brown aussi, Ouais. dans une autre mesure, qui était un bon joueur, qui est devenu un très bon joueur et presque le franchise player de cette équipe des Boston Celtics avec Tatum dans une moindre mesure. On en a beaucoup parlé, on ne sait pas trop qui est le vrai franchise. En tout cas, Jalen Brown fait figure de leader, en tout cas avec les Celtics. Il aurait pu passer, il a passé un petit peu un step, du coup, peut-être récompensé par le trophée de MIP. C'est pas déconnant de le mentionner. Les autres noms, je vous sors la liste des autres noms sortis par la NBA. On a du Vucevic derrière, du Logan Dors, du Michael Brandon, du Shaq Milton d'ailleurs. Et puis Chris Boucher aussi, Ouais. qui partent de plus loin, qui sont moins impressionnants peut-être que les joueurs qu'on a mentionnés, mais qui font une jolie saison, en tout cas qui ont bien progressé. Voilà pour ce trophée de MIP. Messieurs, voilà pour le débat. On n'a pas parlé du coach de Le l'année. coach. Euh, je ne sais pas, peut-être un petit mot vite fait, Moi, rapide, rentrer dans les détails. Allez. si les Suns vont continuer comme ça, je le donne à Monty Williams. Oh, le Voilà. bâtard. Bah, allez, C'est tout. Si les Suns vont plus loin, sinon ça sera Doc Rivers pour Philly. Mais allez, et tiens, encore, moi ça je fait vais, chier. parce que j'aime bien le donner à un mec qui fait progresser son équipe, quitte à avoir un bilan négatif. Tu vois, l'année dernière, moi, mon favori était Taylor Jenkins à Memphis. Et bah, cette année, ce sera Tom Thibodeau à New York, parce que Ouais. avec ces Knicks-là, c'est Ok. juste magnifique. Donc voilà, bravo Tom Thibodeau. Personne Voilà. ne le donne à Steve Nash. Non, Non, c'est bon. non, J'aurais essayé. Non, voilà. Après, c'est effectivement, une équipe Touquet. Après, sérieusement, c'est dur si de coacher une équipe si le Touquet, hein. Jazz termine la saison avec à l'Ouest en faisant un gros bilan, peut-être Quinn Schneider va l'avoir, Quinn Schneider, mais sinon, moi personnellement, si les Suns continuent comme ça, je le donne à Monty Williams tous les jours avec l'équipe qu'il a, faire ce qu'il fait, Moi c'est aussi. fort. Moi aussi. Surtout que ses rotations sont parfaites. Hein. Ouais. Bon, promis, on prendra plus de temps une prochaine fois pour parler de tous ces trophées et surtout celui de coach de l'année. Ne pensez pas qu'on Mm. dévalorise le travail des coachs. Bien au contraire, c'est une question de temps, surtout. Vous pensez bien. Messieurs, voilà pour le débat, enfin les débats en tout cas sur cette course, ces courses au trophée. Ça va jouer, restez bien devant vos écrans parce que ça va jouer là, encore une fois, sur ces prochaines semaines. Ça va aller très très vite. Et on devrait très vite avoir des favoris. Peut-être que les noms dont on a cités le seront. Et dans ce cas-là, on pourra dire qu'on a bien fait notre travail, messieurs. Mhm. On va passer très rapidement sur la dernière partie. Je sais que Théo, tu as préparé un petit quiz vite fait pour nous faire souffrir comme d'habitude, histoire de Qu'est-ce qui terminer. Je sais que nous vous a aimez bien aussi préparé encore? les jeux, vous êtes meilleurs que nous et vous aimez bien nous le faire savoir. C'est pas très difficile, mais vas-y Théo, fais-nous souffrir. On se fait ça dans la dernière partie de l'émission, dans le quiz de la semaine, tout de suite. Théo, la parole est à toi. Fais-nous On va fais-nous encore nous faire rêver, du mal. fais-nous souffrir, fais-nous Allez, non mais t'inquiète pas, je suis concentré. Je vais rendre hommage à Guillaume, ce sera un petit jeu de l'effectif.
Et pour mettre en lumière un peu en plus ce qu'a dit Lucas tout à l'heure, Lucas a parlé tout à l'heure de la série de défaites des Rockets qui sont à 20 ou 21 défaites d'affilée. Le record appartient aux Philadelphia Sixers, 76ers de Sam Hinkie, hein, le merveilleux process, et de la saison 2014-2015 avec ce magnifique bilan de 10 victoires pour 72 défaites. Ah, j'en ai qu'un. Euh, Et il y a un roster, parce qu'il a fallu mettre des mecs sur le terrain. Et bah, je vais te demander quel joueur compose ce roster. C'était il y a tellement longtemps Au en roster de plus. 2014-2015, quand ils étaient mauvais, là. Donc, quand ils ont été pas mauvais, ils ont été particulièrement très très nuls. Je- Ça, J'en ai c'est qu'un trop et dur. encore, je suis même pas sûr qu'il jouait là-bas à ce moment-là. Mais Moi, j'en ai un aussi. Allez, J'espère que c'est pas le même. J'espère que c'est pas le même, Yoni, je vous parce aurez que le pense droit à pas. une erreur chacun. Mais j'en ai qu'un, je crois. Putain, il va falloir que Il j'en est trouve les autres. particulièrement dur. Ils sont Bah, tous. vas-y, Lucas, commence j'en si ai... tu veux. Vas-y, Lucas. Bah, je crois, du coup, on en a parlé aujourd'hui sur le MIP, mais je crois que Jérémy Grant, il y était. Tout à fait. Je crois que Jérémy Grant, il y est fait, parce que je vois avec le maillot de Philly à cette époque. C'est vrai, il était sophomore à l'époque. Tout à fait. Jeremy Grant était encore à Philadelphie à ce moment-là. Putain. Putain, mais j'en ai un, mais je suis même pas Ouais, sûr c'est qu'il jouait là-bas. c'est que j'ai l'impression que c'est genre 2014-2015, j'ai l'impression que c'est il y a 10 ans. Alors que genre, j'ai l'impression que je connais même pas. Enfin, c'est... Ouais, La carrément. Mais plupart ça des, booste tellement la NBA. la plupart des joueurs sont encore sous contrat en plus, hein. Mais je sais, c'est ça le pire, quoi. Attends, Je vais en tenter c'est un, quoi? franchement. Franchement, je vais en tenter un. Est-ce que Michael Carter Williams jouait là-bas? Non. Non, non, non. Si, je crois que si. Non, non, non. Ah Il putain. y était pas? Non, non, non. Ah, moi, pour moi, il y est, Michael Carter Non, Williams. non, non. Ah bah. Ouais, à ce moment-là, il était déjà tradé. Ah Attends, c'était putain. une époque où Saminki, il avait un mec qui avait le niveau Roy, il tradait T'es direct. sûr? Attends, je vais Ah oui, vérifier. oui, bah, non, Parce non, que non. moi, c'était mon deuxième que j'avais, alors je te fais pas confiance là. Attends, mais ok, du coup, il n'y a pas Carter Williams. Euh, Bah, je sais pas. Attends, Philadelphie Sixers, 2014-2015, Sixers, 15 points de moyenne, Carter Williams. Ah, pardon, j'étais en 2015-2016. Ah, j'ai la Ah, fiche Oui, la bonne année. Wikipédia. ah, J'ai la fiche Wikipédia. Pardon, Ah, pour moi, il y était. 2015-2016. Pardon, c'était 2015-2016, cette année en 10-72 d'ailleurs. je le Pardon. savais bien. Moi, je l'aimais Ah, bien. parce J'ai que fait moi, le seul truc. c'était mon deuxième Non, bah oui, mais du coup, de il a été mémoire. tradé durant l'été 2015. Pardon, c'était Ok, bah 2015-2016. voilà. Michael Carter Williams. Bah C'est non, du mon coup, nom. Lucas, à toi. bah non, 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 non. Du coup, Yonim, c'est moi qui me suis trompé d'année. Ok. Donc ton erreur compte pas, tu as toujours le droit à une erreur. Mais il va Oui, falloir mais que tu parles d'un autre il a nom. dit bon, c'est à moi du coup. Vas-y, Lucas, à toi. Putain, est-ce qu'il y était ou pas lui? Attends, il a fait quoi? Il était le Lakers. Ah, il a changé tellement d'équipe, je saurais pas. Je suis pas sûr à 100%. Il n'y avait pas. Non. Si, mais je crois me souvenir, mais Javal McGee, il y était ou pas, Sixers à ce moment-là? Ah Non, putain, j'en ai un autre. Il y ah, était pas? non, il n'y était pas. Je crois qu'il y était. C'est vrai qu'il a beaucoup bougé, Javal McGee. Bah ouais, je me suis dit, dans le doute, vu qu'il a bougé beaucoup, tu vois, je tente, quoi. J'en ai un, mais je sais pas si c'était cette saison ou s'il arrivait la saison d'après. Vas-y. Notre cher ami Jalil Il y- Okafor. Jalil Okafor, tout à fait, qui était rookie. Donc du coup, qui avait été drafté en 2015 et qui a joué ses premiers matchs en NBA cette Ça, année. ça j'ai. Ok, c'est bon. Sûr qu'il était pas. Arrête, Ça, j'ai tapé Javal Magui, je vois la saison, 3 points de moyenne, Sixers. en quelle On année? parle bien de la saison 2014-2015. Non, 2015-2016. Hein. Ah bah du coup, je me suis trompé. Ouais, donc c'était l'année. Non, je suis pas loin, à un an près, j'étais bien en vrai, hein. Ouais. On peut dire que j'ai Euh, gagné ou pas? Non, Jalil bah non, Okafor. J'ai droit à une erreur. il a T'es eu le fou, droit à toi. une erreur. Toi, t'as dit Michael Carter Bah, Williams. Ok, ok. donc t'avais, ouais, Jalil Okafor, j'avoue que c'est bien, hein. C'est un beau call, Jalil Okafor pour le coup. Euh, t- t- Vous verrez le nombre de joueurs qui sont encore en NBA. Vous serez étonné qu'ils aient joué au Sixers à cette époque-là. ah, mais c'est trop dur. Du coup, c'est à qui là? Surtout que les Lucas. Sixers, c'est à moi, mais les Sixers, c'est trop dur. Je suis pas assez fan des Sixers pour. Ouais. Non, j'en ai aucun. J'ai tenté lui, mais non, j'en ai pas. Aucune tentative. Ah, franchement, je vois pas. J'essaie d'avoir un visage, mais il y a que les mêmes qui reviennent en boucle dans ma tête. C'est toujours les mêmes, mais ils jouent aujourd'hui, ils jouent depuis 2-3 ans, même pas. Non, non, Yonim, non, non, je non, n'ai pas de. tu valides ta victoire, Yonim. Ah, attends, Ouais, du coup, j'ai dit Jalil, Carter. Qui y avait dans cette équipe que euh, Pas mal de mecs qui sont encore en NBA quand même. Ouais, non, je sais, mais je suis sûr qu'en plus. Avant, quand je vais vous dire certains noms, vous allez me dire, mais oui, putain, comment je n'y ai pas pensé?
Parce qu'en plus, justement, cette équipe, je rigolais d'elle parce que je me suis dit, putain, comment on peut être aussi nul et comment on peut croire qu'on va. Pff, Et c'était quoi leur bilan? T'as le bilan qu'ils avaient Ouais, fait? 10-72. Ah oui, quand même. Oui, c'est un beau bilan. Pire bilan de l'histoire de la NBA Ouais, sur ouais, le c'est global. pas mal du tout. Ouais, effectivement. putain, non, j'ai pas. Franchement, c'est dur. Enfin, Je suis sûr qu'en plus, ouais, quand tu vas les Ils avaient mentionner, je pas, vais dire oui, mais. alors déjà, il y avait un pivot qui a été GM des Sixers et qui a signé le magnifique contrat d'Alor Ford. ouais. Monsieur Elton Brand. Putain, mais tu veux là-bas. Je suis là-bas. Ouais. Ok. Ensuite, il y a un ailier qui joue ailier fort dans la CFT, ligue putain. maintenant, qui était en troisième année NBA à l'époque, qui joue à Portland, qui est très important à Portland, un très gros défenseur, un free and D, le free and D de la NBA. Monsieur Covington. Bah oui, Ah, il y avait Covington. Putain, mais ok. Ils jouaient là-bas Ouais. pendant qu'ils J'avoue, étaient Covington, draftés. Ok, non, je l'avais pas. non drafté. Ok. ouais, Aussi, Covington, c'est vrai que ça aurait pu être trouvé, quoi. il y a Ok. un pivot, enfin qui à l'époque jouait 4, mais maintenant dans la NBA actuelle il est pivot, qui est le pivot titulaire des Sacramento Kings. Monsieur Richon Holmes. Tout à fait. Monsieur Richard Holmes. Ils jouaient là-bas. Putain, bah tu vois, ok, ok. C'est Ouais. un mec que vous connaissez, hein. Parce qu'il y a des mecs, vous ne les aurez jamais retrouvés, genre Isaiah Conan, Ouais. Ken Marshall et tout ça. Il y a un petit meneur, mais vraiment un tout petit meneur, qui joue à Indiana, qui a réalisé 10 interceptions cette saison. Ah, TJ. Ouais, TJ Putain, c'est McConnell. vrai, c'est vrai, c'est vrai. TJ McConnell. Il y a un pivot qui joue cette année. J'ai regardé où il joue, mais il y a un pivot qui est passé par Dallas. Ouais, il joue à OKC, je crois, hein. Il est resté à OKC. Ah non, il est au Knicks cette saison, mais il joue pas beaucoup. Et il était à OKC les 2 saisons d'avant. C'est quoi, Un- c'est un pivot? ouais, un vrai pivot, hein, 2,11 m, qui a Pivot. refusé un très gros salaire à Dallas pour au final ne jamais signer de gros salaire derrière. Euh, Son nom de famille est une fête chrétienne. Je peux pas faire mieux là pour vous aider. Ah, c'est pas. Si, c'est pas Noël. Oui, Marlène Ah Snow. putain, mais oui, Noël. carrément, carrément, carrément. Il était Il était rookie. là-bas, lui? Ah ouais. Et oui, il était rookie Mais au oui, putain, en plus, Là, c'est c'est vrai, dur. c'est vrai. Mais je pensais que il avait été drafté après Là, c'est Jalil. dur. Et Parce qu'il là, était, il était blessé aussi, ouais, c'est vrai. c'est la petite surprise. Même moi, je n'avais pas ce souvenir-là. Mais un prétendant au titre de MIP cette saison était ce monsieur Ah, cette année-là. ah bah c'est si, bah, c'est Christian Wood. Oui, tout à fait, Christian Christian Wood. Wood, il était au Sixers. Ah ouais. Et après, il y Ok. avait aussi Ish Smith. Ouais. C'est vrai. Oscar. Ish Smith. Ah mec, si là, tu dis, ah, j'entendais Diony me sortir Ish Smith, j'arrêtais, je m'en allais direct. C'est bon. Voilà, ou encore Ouais, là, il y avait des Oscar. noms. Mais Jalil Okafor, j'avoue, celui-là, j'aurais dû l'avoir. En vrai, quand plus tu le dis, plus je le vois et je me dis oui. Mais Et celui-là. puis le meneur titulaire, hein, quand même, parce que pour la vanne, le meneur titulaire de ces Philadelphia Sixers était monsieur Tony Rotten, qui n'a pas fait de carrière en NBA, hein. Ok, ouais, non, j'ai pas. Là, j'avais Carter Williams parce que je l'aimais bien à l'époque et je me suis dit qu'il avait une belle carrière NBA. Vous sentez le nez creux pour Carter Williams. Mais ouais, non. Ok, et ben Théo, écoute, Ouais, bien vu. On est bien vu, toujours bien aussi vu. performant dans ce jeu C'est dur. effectif. Voilà, là, première Allez, défaite. Là, moi, je non, m'incline. vraiment pour vous faire plaisir, là, le mec dont je parlais, là, Tony Rotten, qui était le meneur titulaire à l'époque, il a joué 8 matchs sur cette saison, qui a fini à 10 victoires du coup, et il n'a plus jamais mis un pied sur un parquet Ah ouais. NBA, alors qu'il était âgé de seulement 22 ans. Ah Ah bah, bah bah, lui, ça brise des carrières, hein. 10 ça brise victoires, des carrières, ouais, des saisons comme ça, on va pas se Ah, mentir. mais regarde, sur sa carrière NBA, il a 11 points de moyenne. ouais, ouais. Qui est propre. Ce qui est pas très mal, hein, mais ouais, 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 ouais. Ok, ce qui est ok. pas si Bon, bah, mal. chapeau Eh ben, Yoni, écoute, bravo. Théo, merci pour cette débâcle encore une fois, pour ce jet de la semaine en hommage Un match nul dans la défaite. à notre cher Il n'a Guillaume. pas su valider sa victoire. Non, mais je vous en Ouais. prépare un aussi. Enfin, on verra avec Guillaume, tout le monde, pour les prochaines émissions. En tout cas, les gars, merci beaucoup. Ouais. Un petit mot quand même pour ceux qui vont écouter l'émission cette semaine. N'oubliez pas que cette semaine, en jeudi, c'est la trade deadline, messieurs, la fameuse période de transfert, si on peut appeler ça comme ça, enfin la dernière ligne droite pour les transferts. Tous les clubs, toutes les franchises vont s'activer
pour faire bouger leur effectif et aller chercher les derniers joueurs qui leur manquent, etc. Ça sera plus possible après. Donc, ça va pas mal bouger. On fera une émission débrief de tout ce qui s'est passé, bien évidemment. Ne vous inquiétez pas. Je serai sûrement aussi en live avec les potes de Sacramento Kings. C'est possible pour un live ce soir-là, ce jeudi soir-là. N'hésitez pas, on vous tiendra au courant sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas d'ailleurs à nous rejoindre sur les réseaux sociaux. En tout cas, rendez-vous en fin de semaine pour ce débrief de la trade deadline, messieurs. Sinon, pour le reste, on parlera de la NBA classique, normale, en tout cas dans les prochaines émissions. Voilà, en tout cas, merci Théo. Merci Lucas. Passez une bonne semaine NBA. Ouais. Kiffez bien, reposez-vous, regardez des matchs, c'est important. Et puis, ciao, Kyle bonne Lowry soirée. aussi. Et bonne soirée.